Prochaines conférences vont porter sur l'importance de la diversité de production. Le prochain conférencier, c'est M. Steve Lamotte. Il a complété un baccalauréat en biologie à l'Université Laval en 2004 et une maîtrise en sciences biologiques à l'UQAM en 2008. Il travaille dans le domaine de l'entomologie depuis un peu plus de 10 ans. Durant ces années, il a occupé différentes fonctions, autant dans le domaine de la recherche que dans la mise en application des connaissances. Il a rejoint l'équipe du Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel en 2012, le CRAM, où il occupe un poste de professionnel de recherche. Il a, entre autres, réalisé divers projets dans les grands tunnels, l'efficacité de différents filets contre les insectes et leur impact sur les conditions climatiques dans les grands tunnels, production de la patate sucrée et greffage de la tomate, etc. Donc, M. Lamotte, la parole est à vous. Bon après-midi. Avant de commencer à parler du sujet principal pour lequel j'ai été invité, on m'a demandé de faire un petit retour, là, étant donné que c'est un peu de circonstance sur le projet de la patate sucrée. Entre autres, ça fait allusion un peu dans la présentation de David Weiss, là, les projets en tunnel, c'était le CRAM qui avait réalisé ça à l'époque, c'était en 2012-2013. Vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, je vais quand même aller assez vite pour pouvoir avoir plus de temps pour la deuxième présentation. Donc, les essais ont été réalisés au serre biologique de Michel Jeté et Réjeanne Huot à Mirabel. La variété de patates qui a été testée dans les essais, c'était la Georgia Jet. C'était le producteur à l'époque qui avait préparé les transplants parce que ça faisait déjà quelques années qu'il y avait une certaine connaissance au niveau de la préparation des transplants puis de l'implantation au champ. Au niveau des traitements, c'était des combinaisons de traitements qu'on avait en champ puis en tunnel. C'est-à-dire qu'on avait une date de plantation qu'on peut dire conventionnelle, là, qui correspond à une date où est-ce que c'est possible d'implanter au niveau du champ. Et on avait une date de plantation hâtive qui, en général, était à peu près une quinzaine de jours plus vite que la date conventionnelle. Au niveau de la distance de plantation, il y a deux distances qui avaient été évaluées. C'était à 30 cm et à 45 cm. Les conditions d'expérimentation, on était autant un tunnel qu'au niveau du champ, on était en butte plastifiée avec un système d'irrigation goutte à goutte. Donc, au niveau des résultats, rapidement, on peut voir ici l'évolution du feuillage de la patate sucrée au cours de la saison. Pour les 3 photos du haut, on est au niveau du champ, en bas, c'est au niveau du tunnel. Ce qu'on constate, c'est que déjà en date du 3 août, au niveau des tunnels, le feuillage occupait entièrement l'espace disponible dans le tunnel. On avait une très grosse densité de feuillage, alors qu'au champ, les entre-rangs étaient encore clairement visibles. Avant que les entre-rangs disparaissent, nous autres, on était rendus à peu près au début septembre. Là, la photo a été prise un petit peu après le moment qu'on a réalisé que ça couvrait bien. Mais on remarque également que la densité de feuillage au champ n'est pas tout à fait la même que dans les tunnels. Donc, ici, au niveau des rendements qui étaient commercialisables, les résultats qui sont présentés, on les a ramenés par poids de culture par mètre linéaire. Donc, ce qui était commercialisable en 2012, pour les traitements qu'on avait comparés, on n'a pas observé de différence entre les traitements. On avait des rendements qui étaient statistiquement similaires. Par contre, en 2013, ce qu'on remarque, c'est pour les deux dates de plantation hâtive, là, le 22 mai à 30 cm et le 22 mai à 45 cm. Dans les deux cas, les rendements commercialisables étaient beaucoup plus élevés dans les tunnels qu'au niveau du champ. Juste une petite parenthèse là-dessus. 2012, ça a été une saison qui le printemps était chaud, a commencé très hâtivement, la chaleur a commencé hâtivement. Puis la saison aussi l'été a été assez chaude, contrairement à 2013 où la saison avait quand même pris un peu plus de temps à s'installer. Puis la chaleur, c'était une saison, en général, c'était pas mal moins chaud. Je pense dans ce cas-là, on voit un peu le pattern qui s'installe si on compare là, les résultats de 2013 avec 2012. C'est que la quantité de chaleur était suffisamment importante en 2012, peu importe la date de plantation, pour avoir des rendements intéressants. Tandis qu'au niveau de 2013, on voit vraiment, c'est ça, l'avantage à utiliser le tunnel pour augmenter les rendements. Par contre, de là à dire, comme un peu David disait, d'utiliser des tunnels pour rentabiliser cette culture-là, je ne pense pas que les rendements le permettent. Je ne pense pas que ça va avoir l'effet escompté à ce niveau-là. Celle-là, on va la passer. Je vais tout de suite tomber. Au niveau des distances de plantation, 2012,
il n'y avait rien de significatif. Le seul résultat significatif qu'on a observé, c'est pour les rendements totaux au niveau du champ. Les rendements étaient plus élevés pour la distance de plantation de 30 cm. Sauf pour toutes les comparaisons qu'on a faites, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a tout le temps quand même une petite tendance, même si elle est non significative, à avoir une légère augmentation au niveau de la distance de plantation de 30 cm. Puis c'est ça qu'on a comparé aussi, c'est au niveau de la période, la date d'implantation. À toutes les fois qu'on a observé des différences significatives, que ce soit au niveau des rendements totaux champ-tunnel ou les rendements commercialisables, c'était tout le temps pour la plantation hâtive que les rendements étaient plus importants. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire pour le projet de la patate sucrée. Donc, c'est ça, ce qu'on constate, c'est que le tunnel a quand même permis d'aller chercher un peu plus de rendement pour une saison plus fraîche, mais là, ça devient un peu difficile en début de saison d'évaluer est-ce que j'implante en champ ou en tunnel pour ça. Puis en plus, comme on disait, le rendement permet peut-être pas de rentabiliser l'investissement. Donc, c'est peut-être plus ou moins pertinent là, le tunnel là, pour la patate douce. C'est bon. Bon, OK. Là, je vais vous parler d'un projet qui a commencé cette année. C'était la première année, qui va se poursuivre l'année prochaine. Un petit contexte rapide. Bon, les grands tunnels gagnent en popularité au cours des... Il y a de plus en plus de producteurs qui en ont. Au niveau des cultures qu'on retrouve souvent, c'est dans la famille de la solanacée, là, principalement tomates, poivrons, aubergines. Raison principale, c'est que c'est des cultures souvent qui offrent un très bon rendement puis ont une bonne valeur commercialisable. Puis ça permet par le fait même de rentabiliser la structure. Par contre, cette situation-là fait en sorte qu'il peut y avoir une déficience au niveau des rotations de culture, du fait que souvent les producteurs n'ont pas le choix d'implanter d'une année à l'autre une solanacée. Donc, ça peut amener certaines problématiques phytosanitaires au niveau de la production sous tunnel. Lors d'une rencontre du groupe de travail pour les cultures sous abri non chauffé qui a été réalisée en 2015, rencontres qui sont chapeautées par Christine Villeneuve du MAPAC, cette problématique-là de diversité avait déjà été identifiée. C'est un peu dans ce contexte-là que le projet a été proposé. Donc, comme j'ai dit, les essais c'était la première année en 2016. C'est sous les grands tunnels du CRAM qui sont situés à Mirabel. Rapidement, le dispositif qu'on avait, c'est qu'on avait plusieurs cultures qu'on a répétées dans 4 sections différentes pour les évaluer. C'était sur 5 buts plastifiés. Les cultures qui ont été choisies, c'est principalement par rapport aux discussions qu'on a eues avec des producteurs, des conseillers, voir l'intérêt qu'il y avait pour certaines cultures. On voulait diversifier aussi les familles de cultures implantées, mais on cherchait aussi à avoir une valeur peut-être intéressante au niveau des cultures. Donc, ici, on va le passer rapidement. On avait un certain calendrier qu'on avait planifié au départ, qui impliquait beaucoup de transplants, avec des implantations à peu près à la mi-mai, début juin, avec 2 successions de 3 cultures. Par contre, on a eu nos réponses un petit peu tard sur le projet. On n'a donc pas eu le choix d'implanter par semi-direct le 7 juin. Il y a pour 3 cultures qu'on a été en mesure d'avoir des transplants, entre autres le gingembre et le curcuma, que si on a pris de l'avance avant même d'avoir la réponse du programme, on a décidé de faire les transplants pour être sûr de pouvoir les évaluer en 2016. Puis, où il y a aussi des démarches qui ont été faites pour le céleri. Il y a un producteur qui a été trouvé qui nous a donné gracieusement un plateau de céleri. Ça nous a permis d'évaluer la culture. Au niveau des successions, il y a juste une succession qui a été faite. C'est une succession de zucchini Joy Choy. Puis à part ça, bien, pour les cultures qui sont en semi-direct, on parle de bétacarde, concombre loufa, épinard fraise, laitue, oignon vert, puis le pourpier doré. OK.
Au niveau de la fertilisation, au début du mois de mai, on a fait une fertilisation de base. Je ne l'ai pas mentionné, ça a passé sur la présentation. On était en régie conventionnelle. Donc, c'est ça, on a fait une fertilisation à base de 2700, 0460, puis du 0050 dans chacune des sections de tunnel. Mais au courant de la saison, il y a des fertilisations qui ont dû être apportées, surtout au niveau du gingembre-curcuma. Le 26 juillet, on a rajouté du fumier de poule à la base de chacun des plants à raison de 0,8 kg par parcelle, parce que le gingembre et curcuma, c'est des cultures qui sont très exigeantes en azote, et de plus, ils ne sont pas super efficaces pour aller chercher dans la butte le fertilisant. Il faut vraiment que ça soit à proximité du système racinaire. Au niveau du Joy Choy, on a aussi fait une fertilisation le 19 août à cause de la succession. Là, on avait une culture de zucchini avant, donc on a rajouté un peu de fertilisant pour cette culture-là. Au niveau de l'irrigation, durant la grosse période de la saison, on était à peu près à 2 irrigations par jour pour une durée à peu près là, de 20-45 minutes. C'est sûr que plus tôt en saison puis plus tard en saison, ça arrivait, là, dépendamment des conditions météo, qu'on était plus autour d'une irrigation. Bon, c'est bon. OK. Celle-là, je vais la pas. Là, il y a certaines cultures. Il me reste combien de temps à peu près? Juste pour... 14 minutes. OK, je pense qu'on va être bon de parler pour pas mal toutes les cultures d'abord. Bon, la première culture une des premières cultures qu'on a faites, c'est la bêta-carbe. On était en rang double en quinconce, 30 cm. La principale problématique qu'on a rencontrée avec la bêta-carbe, c'est au niveau des insectes ravageurs. On a eu beaucoup d'altises et de punaises ternes dans nos parcelles. Au départ, c'était pas trop problématique. Nos rendements étaient quand même bons, mais on a vite tombé à des rendements beaucoup plus faibles parce qu'on avait beaucoup de déclassement à cause de ces insectes-là. Donc, à un moment donné, c'est ça, on a décidé tout simplement d'arrêter de les récolter. Et l'année prochaine, on envisage, c'est d'utiliser des filets anti-insectes pour protéger la culture en espérant d'augmenter les rendements commercialisables puis aussi le nombre de récoltes. Au niveau du céleri, la variété qui est utilisée, c'est la XP270. Encore une fois, on est à 30 cm de distance de plantation avec des rangs doubles en quinconce. Au niveau des insectes ravageurs, la problématique majeure qu'on a vue dans ce cas-là, c'était la punaise terne. Elle a été présente pas mal toute la saison. En début de saison, c'était surtout des adultes qu'on observait. On a fait des traitements phytosanitaires qui semblaient avoir bien fonctionné, avoir bien répondu. Mais un peu plus tard dans la saison, on a commencé à observer comme vous pouvez voir sur la photo, là, le feuillage commençait à noircir puis à dessécher, puis ça se généralisait au niveau de la tige. Dans un premier temps, on a pensé que c'était peut-être les problèmes de maladie de cœur, le cœur noir. Puis en investiguant un peu plus en profondeur, on s'est rendu compte que c'était encore la punaise terne qui nous posait problème. Par contre, dans ce cas-là, c'était plus des jeunes stades là, revers qui ont posé le problème. En plus de ça, il y a une complexification là, au niveau il y a un ravageur secondaire, la nitidule à 4 points qui est embarqué là-dedans. Les tiges commençaient à décomposer puis à pourrir. Donc, et ça, malgré des traitements, c'est ça, à cette période-là, on essayait de faire un autre traitement. Le traitement, probablement pour une question de population déjà trop importante, le traitement n'a pas très bien fonctionné. Donc, on n'a pas eu suffisamment de plants de céleri viables, potables, pour pouvoir évaluer les rendements. Par contre, c'est ça ce qu'on a prévu pour 2017, tout comme pour la bêta-carbe, on envisage d'utiliser des filets anti-insectes pour protéger la culture. Dans ce qu'on a pu récolter au niveau du céleri, c'est un céleri qui était quand même d'un vert assez foncé, qui était quand même un peu coriace, un peu fibreux, mais il était très juteux puis très sucré. Puis probablement, c'est pas mal en lien avec l'irrigation qu'on effectuait en continu là, au niveau du goutte à goutte. OK. Au niveau du concombre louffa, cette culture-là a été retenue principalement pour en faire la transformation d'éponges végétales. Ce qu'on a observé au niveau de la culture, c'est qu'une très longue période de germination. Si on compare avec une autre culture de cucurbitacée qu'on avait, le zucchini,
Après 2 semaines, on voyait très bien nos plants au niveau du semis pour le zucchini. On commençait même à voir les premières feuilles apparaître. Dans le cas du concombre loufa, après 2 semaines, on voyait il y a juste quelques plants qui commençaient à apparaître. Au départ, on en pensait que c'était peut-être une problématique au niveau du taux de germination des semences. On a refait un deuxième semis pour finalement réaliser, une fois que tout a germé, que c'était juste une culture que la germination est très longue. L'autre chose qu'il faut avoir en tête avec le concombre loufa, vu qu'on le récolte pour les éponges, les fruits vont être tout le long de la saison sur les plants. Puis on se ramasse avec des concombres d'une bonne dimension, avec charge en eau, donc il y a un certain poids. Donc ça prend un système de tutorage qui va être assez robuste pour supporter le poids de la culture toute la saison. Au niveau des ravageurs, principalement, ce qu'on a observé, qui est un peu plus problématique. Disons, il y a eu la chrysomèle, on a dû intervenir à ce niveau-là. Il y avait quand même un peu de punaise terne puis de trips qui ont quand même causé un peu de dommages, mais pas trop. Pour le reste, ça reste quand même plutôt minime. C'est des observations un peu plus sporadiques. Donc, c'est comme j'ai dit, on est intervenu pour la chrysomèle rayée, pour éviter d'avoir des problématiques plus majeures. Par contre, pour les autres ravageurs, punaise terne, trips, on n'est pas vraiment intervenu parce qu'on a jugé que c'était peut-être plus ou moins nécessaire. Le concombre, dans le fond, une fois transformé, on fait juste récupérer la partie fibreuse. Donc, quand même qu'il y aura un peu de dommages de trips au niveau de la peau, ça nous préoccupait un peu moins. La seule chose, je pense, à ce niveau-là, par contre, il faut garder en considération les cultures avoisinantes là, pour ne pas déplacer le problème sur les autres cultures. Au niveau de la récolte, ce qu'on a fait, normalement, on laisse le plant sécher par lui-même en fin de saison. Les fruits sèchent sur le plant aussi. Puis c'est récolté une fois que les concombres sont assez secs. En tunnel, on n'a pas pu faire ça parce que, premièrement, le fait d'être sous tunnel, les conditions climatiques font en sorte que les plants se maintiennent mieux et ils restent viables plus longtemps. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut planifier le moment auquel on veut fermer les tunnels. Donc, ce qu'on a fait, c'est rendu rendu à fin septembre, on a déraciné les plants pour enclencher un peu le processus, pour donner une chance. Puis les fruits qu'on a récoltés, ils n'étaient pas complètement séchés, donc on les a entreposés pour poursuivre le séchage. Donc, c'est ça. La récolte a été faite le 5 octobre. Les fruits, pour donner une idée, en moyenne, les fruits avaient à peu près 44 cm de long pour un diamètre maximal de presque 8 cm. Au niveau des rendements, ce que je vais vous présenter, on a tout standardisé pour l'équivalent d'une butte de tunnel de 30 mètres, soit un 100 pieds de tunnel, une butte de 100 pieds de tunnel. Donc, pour les rendements, on parle d'à peu près 328 fruits pour la butte. C'est ça. Ce qu'on trouvait, c'est que le concombre loufa peut peut-être être un ajout intéressant pour les paniers. Par contre, il y a quand même un certain temps de travail associé à la préparation des éponges. Il faut les éplucher, il faut les vider de ces semences, soit juste en les secouant ou en leur faisant faire un bain d'eau froide pour que les semences remontent en surface de l'eau. En plus, pour décrocher tout ce qui est les résidus qui restent pris après la fibre, il faut faire un traitement à l'eau bouillante. Puis si on veut vraiment des belles éponges blanches, il faut penser à utiliser une préparation d'eau avec du javelisant pour les blanchir. Au niveau du curcuma puis du gingembre, avant de vous parler un peu de nos observations dans les tunnels, je vais vous présenter un peu la préparation des transplants, comment ça s'est passé. Donc, au départ, c'est une culture qui a un développement très long, là, sous conditions propices au développement de ces cultures-là. On parle d'un cycle qui s'échelonne quasiment sur une année complète. Donc, pour arriver à un résultat quand même intéressant ici, il faut penser à préparer les transplants février-mars, dans ces coins-là. La façon de faire, c'est qu'on va avoir des rhizomes mères qu'on va couper en pièces, puis on s'arrange pour avoir 3-4 bourgeons viables pour la propagation, là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va utiliser des plateaux, qu'on met un terreau au fond, on place nos semences, puis on va recouvrir les rhizomes de terreau.
Au niveau des températures de germination, idéalement, il faut que ça soit maintenu à des températures de 24 à 30 degrés Celsius. Une fois que la germination est enclenchée, on peut ramener ça à des températures plus autour de 18 degrés. Pour ce qui est de l'irrigation, c'est une irrigation qui est quand même plutôt modérée. Je sais que dans le cas où est-ce qu'on a préparé les transplants, l'irrigation qui était faite, c'était vraiment un arrosage, mais on ne faisait pas un arrosage trop abondant. Au niveau de la littérature, ce que j'ai vu par la suite aussi, c'est que ça pouvait être fait juste un peu de brumisation régulièrement, juste pour maintenir le sol un peu humide. Les transplants vont être prêts à implanter dans les tunnels lorsque la température du sol va atteindre un minimum de 13 degrés Celsius. Donc, OK, c'est bon. Donc, au niveau du curcuma, on a planté à une distance d'à peu près 25 cm en rang double. Ça l'occupait quand même assez bien la butte. OK. Ça, on a déjà parlé, longue période de croissance, exigence en azote aussi. Au niveau du gingembre et du curcuma, nous autres, on a choisi d'y aller avec une butte plastifiée pour éviter un peu la gestion des mauvaises herbes. La problématique qu'on a rencontrée, c'est que les rhizomes vont se développer puis vont faire des nouvelles pousses. Dans ce cas-là, il faut penser à agrandir les trous au niveau du plastique pour favoriser la sortie des pousses. Sinon, ils vont avoir tendance à rester coincés sous le plastique. Dans le cas du curcuma, c'est pas été si majeur que ça, mais dans le cas du gingembre, c'était vraiment plus important. Curcuma, au niveau des ravageurs, on n'a pas observé grand-chose. Les populations sont restées assez minimes, c'était plutôt modéré. Au niveau des récoltes, on est arrivé avec une récolte en fin de saison, le 4 octobre, qui frôlait à peu près le 50 kg pour une butte de 30 mètres. Pour être franc, les rhizomes qui ont été récoltés, c'était pas très gros. On avait quelques plus gros, mais la coloration typique du curcuma n'était pas présente. Là. Fait que probablement qu'il n'y avait pas grand-chose de commercialisable à tirer de nos récoltes. OK. Au niveau du gingembre, bon, il était avec la même distance de plantation, avec des rangs doubles aussi. Pour les exigences pour la période de croissance, les exigences en azote, c'est similaire que pour le curcuma. En plus de penser à agrandir les trous pour favoriser la sortie des nouvelles tiges, il faut penser à chausser les rhizomes. Les rhizomes ont tendance à un moment donné à se former un peu plus en surface, puis ils sortent du sol. Il faut les renchausser un peu. Nous autres, dans notre cas, on a quand même un sol assez riche. On a refertilisé dans la saison une fois. Je sais que normalement, on parle dans des sols un peu plus pauvres, une fertilisation à peu près, il me semble de mémoire, 6 à 8 semaines. Idéalement, ce que les producteurs font, c'est qu'ils vont refertiliser au niveau des ouvertures dans le plastique ou directement sur la butte, puis renchausser par le fait même les rhizomes. Au niveau des problématiques de ravageurs, la principale problématique qu'on a rencontrée, c'est la tétranique à 2 points. C'est arrivé assez tôt dans la saison. On ne sait pas si c'est une problématique qui s'est installée au niveau des serres quand on a fait la préparation des transplants ou si ça s'est vraiment propagé après l'implantation dans les tunnels. Par contre, c'est ça, il a fallu effectuer beaucoup de traitements au savon insecticide. On a fini par être en mesure de ramener ça à des populations un peu plus acceptables. Ça, l'année prochaine, c'est un des premiers points. Là, aussitôt que les plants vont être implantés, on va s'assurer qu'ils sont exempts ou n'ont pas des grosses populations de tétraniques. Au niveau de la récolte, la récolte totale, ça représentait à peu près 146 kg pour la butte. Par contre, au niveau commercialisable, il y avait un petit peu de perte. On était plus autour de 141 kg. Les pertes qu'on a observées, c'était dû à des dégâts d'alimentation. À force de fouiller un peu dans le sol puis de chercher au niveau des rhizomes, on a découvert quelques individus. C'était des larves qui ressemblent ça ressemblait drôlement à la Legionnaire d'automne. On n'est pas sûr encore à 100%. On a envoyé des photos pour des fins de diagnostic au laboratoire du MAPAC. On n'a pas eu encore les réponses. J'espérais les avoir pour confirmer ou pas aujourd'hui, mais on n'a pas eu encore la réponse. Donc, ça se pourrait que ce soit de la Legionnaire d'automne. Au niveau de la récolte, c'est une culture qui est quand même assez facile à récolter. Tout ce qu'on a à faire, on prend l'ensemble des tiges, on tire dessus, puis les rhizomes ne sont pas endommagés. Ça va quand même assez bien. Il reste un petit peu de résidus de terre dessus, mais ça se nettoie quand même assez bien.
Le gingembre qu'on obtient, c'est pas un gingembre qui est tout à fait mature. En anglais, ils parlent d'un baby ginger. Le gingembre, c'est un gingembre qui va être moins fibreux, il va être un petit peu moins goûteux que le gingembre qu'on retrouve en commerce, mais il n'a pas encore formé sa pleure protectrice sur le rhizome, ce qui fait en sorte qu'au niveau de la conservation, c'est un peu plus rapide, là. Au niveau de la littérature, je suis tombé sur un producteur qui en fait au Vermont, juste ici à côté, aux États-Unis. Lui, il parle d'un 2 à 3 semaines qui peut les préserver au frais. Moi, j'en ai ramené chez nous. J'ai été capable de les conserver presque à 5 semaines sans avoir trop l'impression que les plants avaient desséché un peu. Donc, sinon, tout ce qui n'est pas vendu, tout ce qui n'est pas consommé, il faut penser à soit le congeler ou à le transformer. Combien de temps? Fin? OK, bon, c'est bon, ça va finir là.